Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Étant donné que j'étais absent la semaine dernière, je vais donc faire un résumé sur l'ensemble des événements qu'on a eus durant la semaine. Alors, comme vous le savez, les bourses ont vécu plusieurs séances de hausse la semaine dernière. On a eu des portées, on va dire, par des signaux rassurants sur la santé économique et puis, bien évidemment, des espoirs de nouvelles mesures de soutien toujours aux États-Unis. Donc, ces éléments ont été relégués au second plan, puisqu'on a quand même eu la persistance des tensions, toujours ce sentiment de guerre froide entre Washington et Pékin, et bien évidemment une situation sanitaire toujours préoccupante, même si, comme vous le savez, la Russie a autorisé un premier vaccin anti-Covid-19 baptisé Sputnik V. Toutefois, c'est une nouvelle qui a été accueillie avec réserve par la communauté scientifique. En fin de semaine, on a quand même eu des bourses européennes qui ont reculé vendredi dans un climat d'aversion au risque, entretenu à la fois par les craintes pour l'évolution de la situation sanitaire et des doutes aussi sur les perspectives économiques. Bien évidemment, les actions n'en restent pas moins soutenues par les injections de liquidités de la part des grandes banques centrales, à l'image des annonces de la Banque populaire de Chine, qui a annoncé hier, par exemple, une facilité de crédit à l'attention des institutions financières du pays. Donc encore une fois, malgré des craintes et des tensions, on a quand même des investisseurs qui sont encore une fois dopés toujours par les liquidités des banques centrales qui soutiennent bien évidemment la tendance de fond actuelle. Donc alors avec ce moteur qui reste en place et des freins qui persistent notamment sur le front sanitaire, on constate qu'on est quand même sur une phase d'indécision sur les marchés. Donc déjà, on est quand même dans une période estivale, donc les intervenants et les opérateurs sont moins présents. Et comme vous avez pu le constater aussi, on a quand même une forte diminution des volumes sur l'ensemble des indices. De ce fait, dans ce contexte, ça laisse place à l'indécision et les investisseurs attendent bien évidemment avec impatience le catalyseur de la semaine qui pourrait être le compte-rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réserve fédérale qui sera donc publié demain. Côté US, eh bien, la semaine dernière, le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué plus fortement que prévu aux États-Unis, revenant un peu sous le seuil symbolique du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire dans le pays. Une évolution qui peut aussi s'expliquer par le caractère, on va dire, dissuasif de l'expiration fin juillet d'une allocation fédérale quand même de 600 $ par semaine. Effectivement, on est toujours dans des négociations entre les partis républicains et démocrates sur ce nouveau plan de relance et les investisseurs espèrent en outre que l'initiative de Donald Trump pour venir en aide aux chômeurs sera un point de départ à la reprise des négociations entre la Maison-Blanche et le Congrès sur des mesures supplémentaires de soutien, bien évidemment, à l'économie américaine. Enfin, point positif quand même, on était en pleine période des résultats et sur les 457 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs comptes, eh bien, on a quand même 81,4% qui ont dépassé les attentes du marché. Évidemment, revue en baisse tout au long du trimestre en raison de l'impact de la pandémie, mais encore une fois, le consensus avait tort, le consensus était extrêmement baissier et finalement, on a quasiment l'ensemble de la cote du S&P qui a publié leur compte et force est de constater qu'on a quand même quasiment pour l'instant 82% qui ont dépassé les attentes du marché. De ce fait, on constate qu'on a quand même eu une belle hausse en fin de semaine et puis même on a une hausse assez soutenue côté US à Wall Street, notamment grâce à ces résultats, aux effets d'espoir sur un nouveau plan de relance, malgré, comme je vous le disais, des tensions persistantes entre Washington et Pékin et une situation sanitaire
qui inquiète toujours. Côté macro, comme vous le savez, le gold a subi des grosses prises de bénéfices la semaine dernière. On va faire un point dessus. Rien d'inquiétant. J'ai envie de dire une correction saine. Alors certes, on a peut-être perdu 5%, mais reculer pour mieux sauter. Ensuite, on a eu Warren Buffett qui a fait un peu de bruit la semaine dernière. Est-ce qu'il vient de parier contre l'économie américaine, puisque Warren Buffett, eh bien, il a dévalorisé en quelque sorte les banques. Lui, il préfère acheter de l'or de Barrick Gold, donc la société minière, en échange, bien évidemment, d'un billet de banque. Et certains disent que Warren Buffett a retourné sa veste puisqu'il a longtemps critiqué l'or en disant que c'était un investissement qui n'avait absolument aucune utilité et que le métal magique, je cite, n'était pas à la hauteur du courage américain. Et donc finalement, on va essayer d'expliquer tout ça, de détailler, mais on se rend compte que Warren Buffett a tout simplement procédé à un arbitrage au sein de son portefeuille et une meilleure allocation d'actifs compte tenu le contexte actuel, à savoir la planche à billets, des taux extrêmement bas, un dollar qui est au tapis, avec plusieurs craintes justement, avec plusieurs sources d'inquiétude sur l'endettement américain qui est quand même très élevé, une dette américaine qui explose, une crise sanitaire qui est quand même ingérable aux États-Unis, et le maintien de taux d'intérêt très bas rend les obligations du Trésor américain forcément moins intéressantes pour les investisseurs. De ce fait, Warren Buffett a décidé d'orienter son portefeuille, une partie de son portefeuille en tout cas, sur les minières, dont Barrick Gold. Et on constate effectivement que Barrick Gold est assez corrélé avec le cours de l'once d'or au cours des dernières décennies. Et effectivement, la récente au volet a permis aux minières, elles aussi, de profiter bien évidemment de la hausse du métal jaune. Donc, pour celles et ceux qui sont sur les actions, pareil, je vous invite à regarder quelques sociétés minières car il y a de belles choses à faire en tout cas sur ces valeurs, compte tenu bien évidemment du contexte actuel. Ici, encore une fois, ce sont les liquidités vs le S&P 500. Et on se rend compte tout de suite que les investisseurs, les opérateurs, finalement, ne sont pas forcément tournés vers l'avenir, vers la soi-disant reprise en V, mais suivent plutôt les liquidités. On était en dessous des 80. On a eu une augmentation de quasiment 8 000 milliards de liquidités sur les marchés. On a maintenant tapé quasiment les 89. Et on constate, encore une fois, que le S&P évolue en tandem avec les liquidités. Donc, malgré un contexte qui reste quand même incertain, on a quand même plusieurs zones d'ombre toujours qui persistent sur les marchés. On fait face à quand même de l'indécision, mais comme je vous le disais juste avant, eh bien, les actions n'en restent pas moins soutenues par les injections de liquidités, tout simplement. Et c'est l'un des principaux moteurs actuellement de la hausse, même si on a des freins, mais autant de liquidités, eh bien, forcément, derrière, ça crée quelques coquilles, dont la faiblesse des taux. Et comme vous pouvez le voir, le dollar qui, lui, continue de chuter actuellement et qui inquiète certains investisseurs, puisque le dollar étant à la base considéré comme une valeur refuge, là actuellement, avec la faiblesse du dollar, eh bien, ça va être difficile pour la devise d'être, de reprendre, on va dire, la tête du peloton. Et encore ici, graphique du S&P 500 vs le 10 ans US. Alors, on a eu une chute de 5% la semaine dernière de l'or suite à la remontée des rendements et du taux 10 ans US, bien évidemment. Et j'ai envie de dire, et alors, c'était pour moi plus une correction saine
puisqu'on était dans un excès haussier. Encore une fois, les excès engendrent des excès. Si on prend du recul avant la crise du Covid, le taux 10 ans US, on était aux alentours, allez, avant février, 1,6. On est seulement à 0,67. Les taux sont extrêmement bas. Donc forcément, la faiblesse du dollar et donc l'intérêt de Warren Buffett pour Barrick Gold, eh bien, profite à l'or. Et on constate aussi que ça porte quand même l'once d'or, sa progression quand même depuis le début de l'année à quasiment plus de 32%. Et cette faiblesse des taux risque de perdurer encore un bout de temps. Alors on a eu une remontée, mais pour rappel, le maintien, comme je vous le disais, de taux d'intérêt très bas, eh bien, rend les obligations du Trésor américain moins intéressantes pour les investisseurs, ce qui affaiblit aussi la devise américaine. Et actuellement, enfin, plus maintenant, mais qu'on était ici, eh bien, le rendement des obligations de 10 ans était négatif compte tenu de l'inflation. Donc c'était la première fois qu'on allait quand même en territoire négatif. Et puis la gestion, comme je vous le disais, assez boiteuse de la crise du coronavirus par le gouvernement américain laisse croire que les taux d'intérêt sont pour longtemps au plancher et que l'inflation, justement, viendra réduire davantage, en tout cas, l'attrait de la devise. Donc forcément, des taux bas, une devise au tapis. Certes, le cours de l'or a pris une petite claque durant la fin de la semaine dernière, mais au final, pour moi, c'est une correction légitime au sein d'une belle tendance haussière en place depuis plusieurs mois et l'or a encore de beaux jours devant lui en tout cas. Côté graphique maintenant, eh bien, on va s'intéresser tout de suite au CAC 40. Alors, où en sommes-nous sur l'indice parisien? On est vraiment dans une phase d'indécision. Il se passe pas grand-chose. On est quand même bloqué. On constate vraiment que depuis plus de 2 mois, on latéralise finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau triangle qui est en train de s'installer? Là, on peut cadrer un peu cette dynamique des prix à travers un triangle symétrique, mais on constate que, encore une fois, tout simplement, l'indice parisien, lui, sous-performe très clairement les autres indices. Actuellement, on peine encore une fois à aller au-dessus des 5050. On est pour moi dans une zone de neutralité encore entre 4930 et 5050. Pourquoi pas chercher des ventes au contact de cet oblique qui a fonctionné quand même à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, une grande phase d'indécision et c'est vrai que pour des scénarios swing, actuellement, l'indice ne délivre pas beaucoup de signaux techniques. Pour moi, on a eu la sortie de ce canal haussier, on a effectué un pullback. Pour le moment, ça ne prend pas. Et je considère que la zone, encore une fois, 5050, 4930 est une zone de neutralité. Pourquoi pas chercher des ventes à l'approche des 5050, 5080, encore une fois comme ici, et puis essayer de se positionner, même si selon moi, la zone d'achat optimum restait aux alentours des 4700 points pour un niveau swing. Toutefois, on n'est pas allé aussi bas. Et pour le moment, on constate qu'on est quand même dans un triangle. En hebdomadaire, pas grand-chose à dire. Phase de stabilisation, tout simplement. Comme je vous le disais, pas mal d'opérateurs sont absents. On aura un retour des opérateurs à partir de la semaine prochaine et on constate que les volumes sont extrêmement faibles depuis plusieurs semaines sur l'indice. Finalement, on n'aura pas eu de dérapage durant le mois d'août, mais plutôt une phase léthargique sur l'indice, en tout cas. Le marché évolue quand même sans direction claire.
et semble attentiste. Alors peut-être que la Fed demain va venir, elle va peut-être raviver en tout cas un peu de volatilité sur les marchés, mais pour l'instant, force est de constater qu'on est vraiment dans une phase de latéralisation et que pour moi, ce triangle me semble intéressant, que bien évidemment, il faudra surveiller la cassure d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Et là, même en données 4 heures, pas grand-chose à dire. On a quand même soutenu par une moyenne mobile 50 et 200. Sur la zone basse de neutralité à 4930, effectivement, en cas de hausse, pour moi, c'est d'aller chercher les 5050, 5080. Et puis arriver ici, essayer de voir si on n'a pas d'échanger de retournement pour retourner sur la bande basse ou faire une rotation un peu plus complète en direction des 4800 points, tout simplement pour venir chercher la borne basse du triangle. Concernant le DAX, même constat pour l'indice DAX. Bon, contrairement au CAC, le DAX, lui, surperforme. Là, l'indice tente quand même, donc à surveiller bien évidemment, mais on a cette fameuse zone de polarité située vers 12 900, 12 970, 12 980, et on est en train de la travailler. Donc, on a une grosse zone, on n'a jamais réussi à effectuer une clôture au-dessus de cette zone en hebdomadaire, donc bien évidemment, une clôture au-dessus de cette zone enverrait un signal technique haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. À chaque fois, on a quand même fait de l'excès sur mèche. Si je bascule en données daily, pareil, suite à l'amélioration de l'indice ZOO et bien évidemment du soi-disant vaccin contre le Covid-19 de la Russie, bon, ça a dopé un peu les marchés et puis derrière, c'est vite retombé. Là, actuellement, on fait quand même un avalement, donc à voir bien évidemment la clôture de cette bougie. On est ouvert avec un beau gap baissier, derrière on est en train d'avaler les deux bougies. Mais ce qui va m'intéresser surtout, comme je vous le disais, c'est la clôture hebdomadaire pour ne pas retomber dans ce piège qu'on a eu une première fois ici. Finalement, c'était de la mèche, derrière on est parti. Ici, on a clôture au-dessus de la zone, derrière on est reparti à la baisse. Donc pour moi, pour éviter les faux signaux, une clôture hebdomadaire au-dessus des 13 000 points. Voilà. Permettrait d'aller chercher un peu plus haut à 13 300. Sinon, on a vraiment ce risque de bull trap qu'on a eu une première fois ici, une deuxième fois ici. D'où l'importance d'attendre la clôture hebdomadaire. Toutefois, si on affine en données 4 heures, on a une opportunité pour les traders de range. Encore une fois, on a un range très clairement, même entre 12 800 et 13 050 points. Donc, ce serait même pertinent d'attendre une clôture au-dessus des 13 050 pour accompagner ce flux haussier et retourner sur les 13 300. Mais effectivement, on constate qu'en données 4 heures, pour l'instant, eh bien, depuis une semaine, une nouvelle fois, quand je vous ai laissé la semaine dernière, on était dans ce range juste ici, on en est sorti par le haut, et là, de nouveau, on est dans un range avec une grosse zone de polarité. Donc pareil, essayer de chercher des achats sur la borne basse vers les 12 800 et plutôt des ventes sur signal de retournement à l'approche de la borne haute vers les 13 050 points. Pour l'instant, on est plutôt au milieu de ce range. On travaille la zone, mais pareil, ici, ce sera bien évidemment un niveau à surveiller pour les traders de range et pour les autres, et bien encore une fois, d'attendre la cassure d'une des deux bornes, tout simplement pour se positionner dans le sens du flux. Le Dow Jones. Le Dow Jones capé par une résistance à 28 200 points. Alors en hebdomadaire, on la voit pas forcément, si ce n'est sur le repli qu'on avait eu juste ici. On est à l'approche d'une résistance, on a la fête demain, je ne m'attends pas à ce qu'on ait beaucoup de volatilité entre aujourd'hui et demain soir. Logiquement, les investisseurs, j'ai envie de dire que l'attentisme prévaut avant la réunion de la Fed.
Je vois mal le Dow Jones aller chercher enfoncer du moins les 28 200 pour aller tout simplement combler le gap. Ici à 28 860, on constate quand même que depuis plusieurs séances, on a de l'indécision sur les marchés, comme je vous le disais, pas mal d'opérateurs sont absents, une diminution des volumes. Donc certes, la dynamique de fond est haussière, mais pour l'instant, on est dans une phase de latéralisation. On n'a pas de chandelier de retournement pour l'instant. On a pas beaucoup de volume, des chandeliers qui n'ont pas beaucoup de corps. La neutralité prévaut. Encore une fois, pour moi, ça deviendra intéressant, pourquoi pas, de chercher, bien évidemment, des signaux vendeurs à l'approche des 28 200, mais sur chandelier de retournement, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Et par contre, en cas de cassure, et bien là, ce serait quand même d'aller chercher le gap à 28 880. Donc il y aurait 500 points à prendre sur le Dow Jones en cas de cassure des 28 200 et un premier objectif, voilà, comblement du gap, et après ce serait retour sur les plus hauts historiques. Mais à court terme, on est compressé entre un support 27 700, 27 330 à peu près et 28 200. Et même si je bascule sur les unités de temps, pour l'instant, pas de signaux baissiers, au contraire, plutôt une phase de stabilisation. Je pense que le marché devrait continuer à se stabiliser dans l'attente de la Fed qui devrait logiquement donner, on va dire, quelques directives sur l'horizon économique à venir pour les prochains mois. Pour l'instant, en tout cas, théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et j'ai envie de dire qu'à moyen terme, eh bien, les acheteurs gardent la main. L'euro USD. Alors, l'euro USD, on va basculer en hebdomadaire. L'euro reste fort. Et c'est surtout le dollar, comme je vous l'ai expliqué en introduction, avec quand même la dette américaine qui explose. Plusieurs éléments, en tout cas, font que le dollar risque de rester au tapis pour un bout de temps. Comme je vous le disais, eh bien, la première source d'inquiétude est l'endettement des États-Unis, déjà très élevé avant la pandémie, qui ne cesse d'augmenter. La dette américaine est sur le point de dépasser le cap des 130% du produit du PIB. Et on a quand même les agences de crédit, dont Fitch, qui lèvent le drapeau rouge actuellement. D'un autre côté, le maintien des taux d'intérêt rend les obligations du Trésor américain moins intéressantes pour les investisseurs, ce qui affaiblit aussi la devise américaine. Donc là, très clairement, on est dans un contexte très défavorable pour le dollar et au contraire, l'euro, lui, eh bien, a su tirer son épingle du jeu avec les différents plans de relance et une meilleure gestion de crise, bien évidemment. En hebdomadaire, pour l'instant, c'est haussier, pas de signaux de retournement pour l'instant. Et en daily, on tente de sortir de notre zone de consolidation. Donc là, bien évidemment, à confirmer sur clôture. À confirmer sur clôture, prudence, bien évidemment, avec la politique monétaire de la Fed, du moins la réunion de la Fed demain à 20 h, mais d'un point de vue technique, encore une fois, accélération, consolidation dans un range, fin de consolidation actuellement, direction les 1,2040. Effectivement, vu le contexte, eh bien, l'euro a le vent en poupe, tout simplement. Et même si je m'attendais à un pullback sur l'oblique, eh bien, vu le contexte pour l'instant, l'euro démarre la semaine sur les chapeaux de roue, encore une fois, et l'euro est porté. Et l'euro a le vent en poupe,
tout simplement. Et donc là, force est de constater que cette sortie de range, en tout cas, ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussières pour aller chercher les 1,2040. Bien évidemment, il va falloir attendre la clôture daily pour confirmer la cassure, du moins la sortie par le haut du range. Mais effectivement, en cas de cassure, eh bien, cela ouvre la voie de nouvelles perspectives haussières vers les 1,2040. Voilà, les anciens tops ici qui correspondent à 1,2040 et ça correspond aussi à l'objectif théorique de sortie de range. Donc, pour l'instant, euro-dollar, la dynamique est très clairement haussière. L'euro NZD, on en parlait depuis pas mal de temps. Je considère qu'un objectif majeur a été atteint. Je fais le suivi pour celles et ceux qui m'ont demandé en message privé de faire le suivi de l'euro NZD. Donc effectivement, pour celles et ceux qui étaient à l'achat suite à la sortie du triangle, eh bien votre stop est forcément à 0. Vous avez déjà encaissé une partie des bénéfices suite à l'objectif, le premier objectif théorique. Pour celles et ceux qui sont entrés plus tardivement sur le double bottom ici, eh bien l'objectif a été atteint. Toutefois, on a une belle dynamique haussière, donc prise partielle de bénéfices. Peut-être que certains ont pris totalement leurs bénéfices, d'autres ont encaissé partiellement, mais vous pouvez aussi très bien remonter votre stop pour le mettre juste sous le niveau de support des 1,7950. Donc là, très clairement, objectif du triangle, objectif du double bottom atteint. Toutefois, ça ne correspond pas vraiment à une zone technique de prix. On est un peu au milieu du désert. Et j'ai envie de vous dire que le vrai objectif pour moi, ce serait d'aller chercher les 1,8255. Une belle zone de polarité, beau niveau de résistance juste ici. Donc 1,8255 constitue en soi l'objectif final. Là, je considère qu'un objectif majeur a été atteint via le triangle et le double bottom. Donc, soit on encaisse totalement, soit partiellement, et on remonte ses stops. Et derrière, bien entendu, ce serait quand même d'attendre de voir la réaction des prix sur les 1,8255, car si ça passe et qu'on a un franchissement de ce seuil, eh bien, on pourrait encore une fois avoir une nouvelle accélération, en tout cas en direction des 1,8675. Et effectivement, si je bascule sur les unités de temps un peu plus courtes, on a une dynamique haussière. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, on est soutenu, on consolide, ça repart. Donc pour l'instant, aucun signal de retournement sur l'euro NZD, mais ne soyez pas trop gourmands. On a quand même atteint, comme je vous le disais, des objectifs majeurs, donc encaissez au moins une partie de vos bénéfices. Les matières premières maintenant avec le gold. Alors le gold qui a chuté de 5% la semaine dernière, plus de 5% à cause de la remontée des taux, mais les taux sont extrêmement bas, donc au final, pour moi, c'est plutôt une prise de bénéfice légitime. Les taux, le 10 ans US était à 1,6, on est remonté à 0,67. Bon, on était quand même à 0,40, mais les taux sont extrêmement bas et les taux vont rester bas encore longtemps. L'argent facile des banques centrales, forcément, eh bien, les taux ne vont pas remonter du jour au lendemain de manière à outrance, j'ai envie de dire. Donc pour moi, cette baisse était attendue, cette baisse était légitime et j'espère que certains d'entre vous, les traders à court terme, qui cherchaient à se positionner, ont profité de cette correction pour se positionner tout simplement sur, voilà, on a eu quand même un magnifique pullback sur les anciens tops ici. Donc c'était vraiment une opportunité d'achat de se positionner ici pour reprendre le train, se repositionner dans le sens de la tendance. On a une magnifique tendance haussière. Le gold va encore aller, va sûrement exploser, va sûrement aller plus haut en direction des 2003, 2004, 2005. Certains même parlent à 3000. On a Warren Buffett qui prend des positions. On a des gérants de fonds qui rendent des milliards sur les ETF basés sur l'or. Et forcément, on n'assiste pas à une bulle spéculative sur l'or, on assiste à un contexte
qui fait que le dollar devient presque une monnaie de singe et on a une faiblesse des taux d'intérêt, voire des taux d'intérêt retraités de l'inflation qui sont en territoire négatif. Donc forcément, eh ben, ça soutient les métaux précieux. Donc, correction légitime et attendue. On avait quand même plusieurs signaux. J'avais quand même noté en fin de semaine dernière cette divergence baissière 4 heures. Donc l'objectif lui a été quasiment atteint, les 50%, voire les 61,8. On est venu taper l'ancienne zone des 1880, donc les anciens tops historiques. Enfin, le top c'était sur mèche, ici c'était sur clôture. Donc là, pour les traders de court terme, il y avait une vraie opportunité de se positionner soit sur les 1921, soit sur les 1880. Derrière, rebond. Et principe de base, c'est d'effectuer du trend following, donc de se positionner soit sur repli, là, comme c'était le cas ici, sur des belles zones de repli. Donc là, on avait la MM200, un ratio de 61,8 de Fibo, ou les anciens plus historiques, donc à 1921. Mais pour celles et ceux qui sont swing et qui ont un objectif à 2500, en soi, rentrer à 1921 ou 1880, eh bien, il n'y a pas une grosse différence si vous êtes swing. Bien évidemment, si vous faites de l'intraday ou oui, de l'intraday, effectivement, on va chercher à affiner son entrée. Mais pour les autres qui ont des perspectives de moyen long terme, en tout cas sur l'once d'or, eh bien, on avait un point d'entrée, je trouve, plutôt intéressant, étant donné qu'on assistait quand même à une véritable euphorie. Mais encore une fois, les excès engendrent des excès, tout simplement. Là derrière, sur le gold, pour se repositionner, j'attendrai tout simplement une cassure des anciens plus hauts, juste ici. Voilà. Voyons voir quelle va être la dynamique. Si certains ont su profiter de ce repli pour se positionner, tant mieux pour eux. Pour l'instant, on est en plein, on a fait un repli, on reprend la dynamique haussière. Et en trend following, effectivement, la cassure des anciens plus hauts permettrait aussi de se repositionner pour aller chercher les objectifs suivants à 2150 et 2200. Mais on a une tendance haussière sur toutes les unités de temps. La bougie annuelle est juste impressionnante, mais on a un métal jaune qui prend plus de 30%. Et vu le contexte actuel, eh bien, on pourrait avoir d'ici la fin de l'année quasiment peut-être à 2003, 2004. Et pour ma part, mon objectif à horizon 12 à 18 mois, lui, n'a pas changé. Ça reste pour l'instant 2500. 2500 $ est l'objectif, mon objectif théorique en tout cas, sur le métal jaune. Le pétrole maintenant avec le Brent. Donc le pétrole, stabilisation. Alors autant le light est un peu plus propre que le Brent, mais là on est vraiment dans une phase de stabilisation et on travaille toujours un peu cette grosse résistance hebdomadaire. Juste ici. Voilà. On est un peu en plein dedans. Actuellement, je vais me recentrer. Voilà. Donc là, on est actuellement en plein dans cette résistance hebdomadaire. Donc, à surveiller pour moi, encore une fois, une clôture au-dessus des 44,5, au-dessus des 44, des 45,2, pardon. Mais pour l'instant, force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose sur le Brent. Comme je vous le disais, il faut aller là où se passe l'action. Et pour faire du swing actuellement, c'est pas le secteur pétrolier qui est le plus intéressant. Même sur les indices, c'était pas très intéressant la semaine dernière. Le pétrole non plus. Le forex, il y avait quand même quelques opportunités. Et puis les cryptos étaient quand même plus intéressantes, j'ai trouvé, surtout hier, avec le Bitcoin qui a donné un signal technique. Mais il faut aller là où se passe l'action. Et actuellement, depuis le 5 août, il ne se passe pas grand-chose. On est vraiment dans un range. Pareil, j'attends de voir la réaction des prix à l'approche de la MM200, proche de la résistance. Mais pour l'instant, on a aussi toujours les prix qui sont capés par cette oblique haussière. Donc, phase de latéralisation, pardon.
Attendons de voir. Pour le moment, le marché, en tout cas le Brent, ne délivre pas de signal technique. Au contraire, on a vite des gros obstacles au-dessus de la tête. Donc, évitons les pièges et il faut laisser du temps au temps, tout simplement, et de voir la réaction des prix. Il en est quand même sur des niveaux clés, mais en swing, il n'y a pas grand-chose à gagner, étant donné qu'on est vite capé par une MM200 ou une oblique. Et pour l'instant, range. Donc pour les traders de range, et bien si vous faites de l'intraday, eh bien vous tradez les bornes basses, enfin du moins la borne basse et la borne haute. Et puis sinon pour les autres, eh bien ce serait bien d'attendre un chandelier de retournement, des volumes, un retour des investisseurs peut-être d'ici une semaine permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur le Brent. Et pour l'instant, je considère que c'est un actif où il se passe pas grand-chose. Le light, bon, on est dans la zone de résistance toujours. On a réussi à franchir la MM200. Derrière, ça a calé. Hier, belle bougie flux. Là, pour l'instant, on recule, mais sentiment de range finalement. Et on n'arrive pas à marquer une belle impulsion. On n'a pas de belle impulsion actuellement sur le light. Alors effectivement, comparé au Brent, on est quand même libéré de la MM200. On n'a pas une oblique qui vient freiner la hausse. Derrière, je ne serais pas contre un retour du light au niveau des 45. Voilà. Si j'ai un objectif de hausse sur le light qui reste quand même très limité, ce serait d'aller chercher la MM50 au mieux. Donc d'aller chercher les 45. Et là, par contre, à l'approche de cette MM50, je commencerai à chercher des signaux vendeurs, tout simplement. Car on est dans une phase de stabilisation, il ne se passe pas grand-chose, on monte un peu en crabologie, on a des gros obstacles au-dessus de la tête, on a du mal à aller plus haut. Et la MM50 ici, qui fera office de résistance, commencera à m'intéresser. Surtout si on continue à se stabiliser et qu'elle descend ici, je commencerai en tout cas, même si j'ai un sentiment baissier sur le pétrole à l'approche de ce gros niveau technique, il ne se passe quand même pas grand-chose. Le marché ne veut pas aller plus haut, mais on n'a pas non plus une correction majeure sur le Brent. Toutefois, je me montre prudent et mon objectif de hausse sur le pétrole light, en tout cas sur le WTI, ce serait maximum d'aller chercher les 45, les 44,6, les 44,7, la MM200, la MM50, pardon. Et donc pour l'instant, voilà, on a dans un, je trouve qu'on assiste depuis la semaine dernière, en tout cas, il ne s'est pas passé grand-chose. On est certes passé au-dessus de la MM200, mais dans un range. Donc on a peu une belle bougie flux qui est venue casser. On est toujours dans une phase léthargique de range et il se passe pas grand-chose. Donc pour moi, le marché pétrolier actuellement n'est pas très intéressant, je trouve. Et on verra bien à la rentrée septembre, peut-être avec un retour de la volatilité, un retour des volumes, on aura sûrement un peu plus de visibilité et cela nous permettra d'affiner en tout cas des plans swing pour les semaines à venir. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Et là, signal technique haussier la semaine dernière. Hier, on consolidait dans un triangle tout au long de la semaine dernière et même lors des précédentes semaines. Et si vous voulez, pour en revenir encore une fois au taux d'intérêt, mais la chute des taux d'intérêt et l'énorme impression d'argent par les banques centrales, eh bien, ont stimulé la demande de la crypto-monnaie, considérée, encore une fois, comme une couverture contre l'inflation en raison de son offre plafonnée, tout simplement. Étant donné que Bitcoin est limité à 21 millions, on ne peut pas miner plus de 21 millions, je ne considère pas le Bitcoin comme une valeur refuge, mais je vous donne un argument
en tout cas, qui plaident pour cette hausse, à savoir la chute des taux d'intérêt, l'énorme pression d'argent, la planche à billets illimitée des banques centrales, qui stimule justement la demande. Et comme je le disais, ça permet d'avoir une couverture, en fait, les crypto-monnaies, contre l'inflation, eh bien, en raison de leur offre plafonnée, ce qui est le cas actuellement pour le BTC. Donc, derrière, eh bien, on a toujours un flux acheteur en place sur la crypto-monnaie. Les acheteurs gardent la main. On consolidait soit dans un range, soit dans un triangle. Finalement, on a eu une sortie par le haut d'un triangle ascendant. Sur bougie flux impulsive, on est venu franchir les 12 000 points. Pourquoi pas s'attendre à un pullback, effectivement, mais en tout cas, objectif théorique, aller chercher les 13 000. 13 000, 13 100 points. Et après, le gros niveau, pour moi, c'est les 13 004. Alors là, on a un niveau intéressant vers l'objectif théorique. Si on prend les clôtures ici, vers les 13 000 points, c'est le premier palier. Et après, en cas de cassure des 13 000, si on atteint l'objectif théorique, c'est le gros niveau se situe à 14 400 à peu près. Voilà. Ici, quasiment, on a eu pas mal de clôtures, pas mal de mèches, pullback ici. Donc 14 400, c'est le prochain gros niveau si on va plus loin. Mais étant donné la dynamique actuelle, rallye, phase de consolidation, et puis là on va peut-être assister en fait tout simplement à une nouvelle jambe de hausse. Donc l'objectif théorique, lui, est à 13 000 points, mais le mouvement pourrait aller bien évidemment plus loin étant donné voilà, qu'on a beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers les crypto-monnaies et qui considèrent, comme je vous le disais, et comme certains détenteurs, enfin du moins partisans des cryptos, considèrent que les monnaies fiat, à force d'être manipulées, ça devient de la monnaie de singe, comme je vous le disais. Et on se rend compte que c'est ce qui est en train de se passer avec le dollar. Donc forcément, il y a un attrait pour les crypto-monnaies. Et donc, soutenu, encore une fois, par ces éléments-là. De ce fait, le BTC, pour l'instant, est haussier. Un pullback serait le bienvenu pour profiter tout simplement pour affiner son ratio, pour rentrer et avoir un meilleur ratio pour affiner sa position. Et puis là, on pourrait éventuellement avoir un drapeau. Là, on a un beau mât, on pourrait consolider dans un drapeau avant de repartir en donner une heure. Donc à surveiller. Mais pour l'instant, la crypto reste haussière et je suis haussier sur le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent consulter le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, on se retrouve bien évidemment cet après-midi à 14 h, où là on fera un tour d'horizon et un point complet sur l'ensemble des marchés et des classes d'actifs. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire aussi demain au webinaire à 14 h avec mon invité Nicolas Chéron. On abordera le thème des actions cette fois-ci, comment investir sur les actions. Donc, on vous donnera quelques clés, comment éviter certains pièges. Donc, on parlera des tendances, du trend following, du trading sur action et bien sûr, il y aura des notions de money management. Donc, je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et donc on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.